sont les miennes, sur la manière dont la remise en question de ces 5 certitudes européennes nous amène aujourd'hui à commencer à prendre enfin des décisions qui nous permettent d'espérer pouvoir hisser notre continent à la hauteur des défis qui sont devant nous. La première des certitudes avec laquelle nous avons vécu tranquillement, c'est celle de l'insouciance industrielle et technologique. Pendant des décennies, nous ne nous sommes pas posé la question du lieu physique où étaient conçus et produits les biens et services, qu'ils soient d'usage civil ou militaire, que nous utilisions. Et après l'épidémie de Covid-19, c'est la guerre d'agression russe en Ukraine et les problèmes d'approvisionnement qu'elle a engendrés qui ont fait apparaître l'étendue de nos dépendances industrielles et technologiques. Je le disais, c'est vrai dans le domaine de la défense, mais c'est vrai dans des domaines beaucoup plus triviaux. On a manqué en Europe des médicaments les plus basiques. On a même réussi à manquer en Europe d'huile de tournesol. C'est dire l'étendue de ces dépendances auxquelles nous n'avions jusqu'à présent pas consacré la moindre seconde de réflexion. Alors il y eut, au printemps 2022, quelques jours après l'invasion par la Russie de l'Ukraine, un premier sursaut. Lors du sommet européen qui s'est tenu les 10 et 11 mars 2022 à Versailles, il y a tout juste 3 ans jour pour jour, les secteurs suivants avaient été identifiés: défense, énergie, matières premières critiques, numérique, semi-conducteurs, santé et produits alimentaires. Certains ont fait l'objet d'avancées européennes, mais tout reste à faire. Et c'est notamment le cas dans le domaine numérique, pour lequel nous sommes excessivement dépendants, notamment des États-Unis d'Amérique. Les Ukrainiens eux-mêmes sont aujourd'hui, pour leur propre défense, à la merci des États-Unis, ou en tout cas des technologies américaines pour leur communication satellitaire. Alors de cette certitude qui vacille découle une conviction: dans le monde qui vient, soit nous nous libérons du joug industriel et technologique des grandes puissances, et nous pourrons alors décider de notre propre avenir, soit nous sommes condamnés à devenir un continent musée, vieillissant et vassalisé. Tout récemment, des décisions ont été prises qui vont évidemment dans le sens d'une plus grande indépendance industrielle et technologique. Je veux parler de la publication, le 29 janvier dernier, par la Commission européenne, de sa boussole pour la compétitivité, qui consiste à libérer les énergies créatrices en Europe pour permettre la réappropriation technologique et industrielle. Et l'une des premières concrétisations de cette boussole pour la compétitivité, ce sont les annonces que la présidente de la Commission a faites ici à Paris, lors du sommet sur l'action pour l'intelligence artificielle, au cours desquels elle a annoncé 200 milliards d'euros, un investissement de 200 milliards d'euros en Europe pour le développement de cette technologie d'avenir, qui venait opportunément s'ajouter aux 105 milliards d'euros d'investissements privés visant le territoire national et consentis par des investisseurs du monde entier. Comme quoi, si nous sommes passés à côté des vagues technologiques précédentes, s'agissant de l'intelligence artificielle, dont les usages sont civils comme militaires, nous avons encore l'espoir d'être maîtres de cette technologie et donc de ne pas dépendre de technologies venues d'ailleurs. Deuxième certitude dans laquelle nous avons vécu avec beaucoup de confort pendant trop longtemps, c'est celle du doux commerce. Et voici que l'Union européenne, conçue aux origines comme une zone de libre-échange, est aujourd'hui prise en étau. D'un côté, la politique chinoise de surproduction et d'accumulation des excédents commerciaux, et de l'autre, les États-Unis de Donald Trump et d'autres qui relancent les guerres commerciales. Face à cette situation, nous opposons aujourd'hui 3 niveaux de réponse. Le premier consiste à convaincre notamment nos alliés américains que personne ne sort gagnant d'une guerre commerciale, surtout lorsqu'il s'agit de la mener contre son premier partenaire. Car oui, les États-Unis d'Amérique ont un besoin vital de l'Europe, besoin vital de notre épargne, 300 milliards qui vont chaque année outre-Atlantique financer l'économie américaine et le déficit public considérable
des États-Unis d'Amérique, besoin vital de nos 450 millions de consommateurs, ou en tout cas des 450 millions ou des centaines de millions de smartphones qui permettent aux géants du numérique de déployer leurs services, besoin vital de nos talents, de nos cerveaux, de nos chercheurs qui peuplent les universités et les entreprises américaines. Moi-même, pendant 5 ans, j'ai été de ces chercheurs français qui travaillaient dans les grandes universités américaines. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Espérons qu'il portera ses fruits. Je crois que Wall Street a décidé de signifier à l'administration américaine entrante que les arguments européens n'étaient peut-être pas si infondés que cela. Le deuxième niveau de réponse repose sur la dissuasion et les mesures de représailles que l'Europe est désormais prête à prendre lorsqu'elle subit des augmentations de droits de douane ou lorsqu'elle est victime de régimes de subventions abusifs. Depuis quelques années, l'Europe s'est dotée d'instruments de rétorsion extrêmement puissants. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, parce que certains d'entre eux ont été activés. Il s'agit de l'instrument anti-coercition, un instrument extrêmement puissant qui n'a pas encore été utilisé, de l'instrument dit du règlement enforcement, qui lui aussi permet aux autorités européennes de restreindre l'accès à notre marché de services et de biens divers et variés. Et puis la capacité, comme l'Union européenne en a fait la démonstration, d'appliquer des droits de douane en représailles de régimes de subventions abusives, comme c'est le cas en ce moment de la Chine, qui a sursubventionné l'industrie des véhicules électriques au point de déstabiliser les filières européennes. L'objectif n'est pas de démontrer de l'agressivité commerciale à l'encontre de grands pays ou de grandes régions du monde avec lesquels nos entreprises ont noué depuis longtemps des relations très fructueuses. Non. L'objectif est simplement d'établir, avec beaucoup, je dirais, de force, le principe selon lequel on ne porte pas impunément atteinte aux intérêts européens. C'est le deuxième niveau de réponse, celui de la dissuasion. Et comme toute dissuasion qui se respecte, on espère ne jamais avoir à utiliser ces instruments. Le troisième consiste évidemment à produire en Europe et à diversifier les partenariats à l'import et à l'export pour être moins dépendant de tel pays ou de telle région desquels une tension commerciale pourrait apparaître, ou dans lesquels de telles tensions pourraient apparaître. Et c'est tout l'objectif de la diplomatie économique, qui est une des équipes du ministère dont j'ai la responsabilité, que de développer en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, avec des pays avec lesquels on a parfois commencé à coopérer sur le plan de la défense, des relations économiques, des relations commerciales qui nous permettent de nous diversifier et donc de nous désensibiliser aux guerres commerciales. La troisième des certitudes dans laquelle nous avons vécu très confortablement, c'est celle de l'invincibilité démocratique. Car aux attaques constantes des régimes autoritaires qui cherchent à faire la démonstration de la faiblesse des démocraties en manipulant les opinions publiques, vient s'ajouter l'offensive d'une certaine droite alternative américaine. Sa rhétorique réactionnaire se conjugue avec les protestations intéressées des oligarques de la tech californienne pour reprocher à l'Europe aujourd'hui de brider la liberté d'expression. Avec les règlements européens, le DSA, le règlement sur les services numériques, et le DMA, le règlement sur les marchés numériques, l'Europe a, oui, en effet, imposé des règles aux grandes plateformes pour les responsabiliser, pour limiter leur pouvoir de monopole et pour préserver l'ordre, le débat et la santé publique. Parce qu'on l'a vu ces derniers temps, et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette menace, des élections nationales ont été très profondément perturbées au travers des réseaux sociaux sur lesquels s'est délocalisée, s'est installée une grande partie de notre vie démocratique. Si nous n'y prenons garde, eh bien nous risquons de voir s'affaiblir durablement non seulement la démocratie elle-même, mais la confiance que nos concitoyens placent en elle. Parce que la démocratie, c'est certes le droit donné à chacun
des citoyens d'exprimer sa voix au travers du vote, mais cela ne fonctionne, rappelez-vous l'Agora à Athènes, cela ne fonctionne que si les citoyens sont pleinement éclairés et s'ils sont pleinement informés. S'ils ne le sont pas, alors droit de vote ou pas, la démocratie dysfonctionne. Et c'est cela qui est aujourd'hui en jeu dans, je dirais, le débat qui s'engage entre l'Europe et notamment les États-Unis sur les règles que nous entendons faire appliquer dans l'espace numérique. Et c'est d'ailleurs la Commission européenne qui a la responsabilité de la mise en œuvre et de l'application de ces règles. Et je le dis, même si ce sont des règlements nouveaux qui viennent d'entrer en vigueur, la Commission européenne doit aujourd'hui clôturer les premières enquêtes qu'elle a diligentées et prononcer les premières amendes. Si elle l'avait fait un peu plus tôt, peut-être que l'élection présidentielle en Roumanie se serait passée différemment. Et si elle ne le faisait pas, alors il faudrait qu'elle puisse rendre aux États membres la capacité de le faire à sa place, car nous ne pouvons accepter que notre débat public soit régi par les patrons, les milliardaires détenteurs des grandes plateformes de réseaux sociaux, les patrons, les milliardaires détenteurs des grandes plateformes de réseaux sociaux américaines ou chinoises. En résumé, la protection du débat public n'est pas négociable. Non seulement nous ne céderons rien sur des règles qui garantissent le pluralisme et la bonne information des citoyens, mais si les règles que nous nous sommes données démocratiquement et que la Commission européenne doit faire appliquer ne le sont pas, il nous faudra prendre des dispositions pour protéger notre démocratie qui, effectivement, n'est pas tout à fait invincible. Quatrième certitude, c'est la prééminence du droit sur la force. Une certitude que nous avons construite nous-mêmes, comme membre fondateur des Nations Unies, comme membre fondateur de l'OTAN, sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Et qui, certes, ces principes de la Charte des Nations Unies n'ont pas permis au monde entier de vivre en paix depuis 80 ans. 80 ans, puisque nous fêtons cette année le 80e anniversaire de la naissance des Nations Unies. Mais qui ont permis néanmoins de limiter bien des conflits qui auraient pu sinon dégénérer sur le fondement d'un principe simple, celui de l'intangibilité des frontières. Je respecte tes frontières, tu respectes les miennes. Que tu sois plus fort ou plus puissant que moi, tu t'astreins à ce respect et tous les autres te respecteront. Et d'une certaine manière, l'idée sous-jacente est que tout le monde a intérêt à appliquer durablement cette règle, parce que personne n'étant durablement le plus fort, chacun a besoin à un moment ou à un autre de se placer sous la protection du droit. Or, la guerre d'agression russe en Ukraine représente sans doute la violation du principe d'intégrité territoriale la plus grave depuis 75 ans, au regard de la surface géographique concernée. D'autres violations du droit international, de l'intangibilité des frontières se manifestent au Proche-Orient, dans la région des Grands Lacs en Afrique ou ailleurs. Et puis, dans le même temps, les États-Unis viennent de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé, du Comité des droits de l'homme des Nations unies, de l'accord de Paris, et d'autres pays semblent tenter de suivre le même chemin. Dans ce contexte, on peut s'interroger. Faut-il renoncer définitivement à ces principes? Faut-il renoncer définitivement au multilatéralisme? Si nous n'y renonçons pas, n'allons-nous pas paraître pour des naïfs, trop innocents pour défendre nos propres intérêts? La réponse est non. Nous ne renoncerons pas à faire valoir les principes du droit international, ni ceux du multilatéralisme. Mais nous ne sommes pas pour autant inconscients, nous sommes lucides que le droit international est aujourd'hui très affaibli. Et plus précisément que les institutions qui sont garantes du droit international, à commencer par l'ONU, sont aujourd'hui très fragilisées. Et c'est pourquoi, si nous croyons au droit international et à la prééminence du droit sur la force, alors que tout semble démontrer le contraire aujourd'hui, quelle que soit la direction vers laquelle on tourne son regard, eh bien nous devons, pour être crédibles, œuvrer à la réforme des institutions qui garantissent le droit international.
Et c'est pourquoi nous plaidons, nous militons, c'est pourquoi la France veut faire entrer au Conseil de sécurité des Nations Unies l'Inde, le Brésil, le Japon, l'Allemagne et 2 pays africains comme membres permanents du Conseil de sécurité, avec toutes les prérogatives attachées à un siège de membre permanent. C'est pourquoi nous voulons aussi, sous l'impulsion du président de la République, réformer l'architecture financière, les institutions de Bretton Woods, pour qu'elles soient plus légitimes et qu'elles soient perçues comme étant plus équilibrées entre les pays les moins avancés, les pays en développement et les pays les plus avancés. En résumé, il n'y a pas de paix sans la justice et sans le droit. Nous restons convaincus. L'Europe a bien connu l'ère des empires qui, inévitablement, à force de repousser leurs frontières, finissent par se rencontrer. Et ça fait des étincelles, mais j'ai besoin de convaincre personne dans la salle. Pourquoi le multilatéralisme reste l'horizon auquel nous aspirons contre les logiques d'empire? Mais dans un monde où ces principes sont contestés, il est de notre responsabilité et dans notre intérêt de réformer et de consolider les institutions qui en sont les garantes. Et j'arrive maintenant à la 5e certitude avec laquelle nous avons vécu, dans laquelle moi-même j'ai grandi, qui est celle de l'impossibilité de la guerre sur le continent européen. Une habitude très répandue, dont nous sommes péniblement en train de réaliser qu'elle n'était qu'une habitude et pas réellement un acquis définitif. La menace que représente la Russie de Vladimir Poutine pour le continent européen s'est en effet transformée. La Russie d'aujourd'hui n'est pas la Russie d'il y a 5 ou 10 ans. Vladimir Poutine aujourd'hui n'est pas le Vladimir Poutine que côtoyait le président Chirac, le Vladimir Poutine du G8. Le 24 février 2022, cette menace a pris la forme d'une invasion à grande échelle au mépris du droit international. Et je le disais, sans doute la plus grande invasion territoriale depuis 75 ans. Dans la suite du conflit, elle s'est installée dans tous les champs connus de la conflictualité, sur terre, en mer, dans les airs, dans l'espace et dans le cyberespace. Elle s'est internationalisée avec l'arrivée sur le champ de bataille de soldats nord-coréens et elle cible très directement la Moldavie ou encore la Géorgie. La France et les pays de l'Union européenne subissent des campagnes de désinformation, des attaques cyber, des actes de sabotage ou des projets d'attentats, tous fomentés en Russie. En bref, la ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous, en tout cas sur le flanc oriental de l'Union européenne. Et ce n'est qu'une des dimensions de la menace, il y en a d'autres. Il y a bien sûr la menace du terrorisme qui frappe encore la France et d'autres pays européens, beaucoup trop régulièrement. Il y a bien sûr la menace de la prolifération, sujet sur lequel le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères sont extrêmement mobilisés. Et c'est pourquoi, au moment où nous arrivons aux 10 ans de l'accord sur le nucléaire iranien, nous redoublons d'efforts pour faire reculer le programme iranien qui porte une atteinte très directe et très dangereuse aux intérêts de sécurité français. Et dans le même temps, alors même que la menace s'est transformée, alors même que la ligne de front s'est rapprochée de nous, et pas uniquement sur le flanc oriental de l'Union européenne, les États-Unis, qui annonçaient depuis longtemps qu'ils envisageaient de réduire leur niveau d'engagement dans l'OTAN, ce niveau d'engagement qui a permis aux Européens de vivre dans l'insouciance en profitant des dividendes de la paix, eh bien ce désengagement semble s'accélérer. Et cette époque des dividendes de la paix semble bien sur le point d'être révolue. Et quand on parle de dividendes de la paix, on a bien en tête des dividendes sonnants et trébuchants, puisque chacun ici a bien les chiffres à l'esprit. Dans les années 50, et même si on sait en France que en matière de défense, la quantité, ou en tout cas la qualité compte au moins autant, sinon plus que la qualité, c'est 8% de notre richesse nationale que nous consacrions à nos dépenses militaires. Que dans les années 70 et 80, nous étions au-delà de 3% de notre richesse nationale, que nous avons baissé un peu plus encore jusqu'à passer sous la barre des 2% avant que
grâce aux 2 lois de programmation militaire voulues par le président de la République et portées par le ministre des Armées, nous parvenions à redresser nos efforts et à tangenter les 2% de la richesse nationale consacrée à nos dépenses militaires. Je le redis, en matière de défense nationale, la qualité compte autant, sinon beaucoup plus encore, que la quantité. Et donc, face à cette situation, avec le rapprochement de la ligne de front et un changement de priorité de notre partenaire au sein de l'OTAN qui s'accélère, soit nous refusons de voir ces transformations et nous serons un jour ou l'autre entraînés vers la guerre, que nous pensions impossible sur le continent européen il y a quelques années encore, soit nous consentons à faire les efforts qui s'imposent et alors nous aurons la paix. Et je veux saluer les réunions qui se sont succédées ces derniers jours et dont certaines resteront, à mon sens, gravées dans les livres d'histoire. C'est le cas de la réunion qui s'est tenue à Bruxelles jeudi dernier, au cours de laquelle les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont accordés pour mettre en commun, en tout cas pour lever un certain nombre de verrous entravant le développement de la base industrielle et technologique de défense européenne, avec l'assouplissement du pacte de stabilité et de croissance, avec un emprunt consenti par, ou en tout cas levé par la Commission européenne au profit des États membres de 150 milliards d'euros, et d'autres mesures encore visant à reprioriser des fonds européens au profit du développement de l'industrie de défense. Dans le flot de l'actualité auquel nous sommes soumis, ces décisions peuvent paraître assez naturelles. Essayons de revenir, ne serait-ce que quelques mois en arrière, pour nous apercevoir à quel point elles sont significatives et importantes. Et elles seront suivies de beaucoup d'autres au niveau européen, puisque désormais, il y a une belle unanimité, non seulement pour relever significativement le niveau de notre défense, mais aussi pour assurer ou pour, disons, défendre une préférence européenne, garantie de notre indépendance. Les Européens auront, et notamment ceux qui entretenaient avec le partenaire américain les relations les plus étroites, ont pris la mesure ces derniers temps de ce que les dépendances en matière d'approvisionnement militaire peuvent provoquer comme vertige géopolitique lorsque les situations changent, lorsque les administrations changent aux États-Unis, lorsque les électeurs américains font des choix différents. Et les Européens ont décidé de se réapproprier leur indépendance. Mais la préférence européenne, ça n'est pas que le choix de l'indépendance. C'est aussi le choix de la relance d'une partie de l'économie européenne. Parce que si vous consacrez 1 point de PIB de plus dans votre défense et que vous orientez votre effort vers l'industrie européenne, alors vous créez des emplois, de l'activité et de la croissance. La deuxième réunion sur laquelle je voudrais m'arrêter quelques instants, c'est celle qui a réuni les chefs des armées de 31 pays aujourd'hui à Paris. Cette réunion, elle aussi, méritera, à mon sens, de rester gravée dans les livres d'histoire. Elle revêt, si on la met en lien avec la réunion de jeudi dernier, une importance presque aussi grande que les réunions préparatoires à la création de l'OTAN en 1949. Parce que même s'il ne s'agit pas de réinventer l'OTAN ou de réinventer une défense européenne à côté de l'OTAN, il y a bien dans les réunions, dans ces 2 réunions qui se sont tenues ces derniers jours, les ferments d'une véritable Europe de la défense, celle que la France appelle de ses voeux depuis longtemps. Ces 5 certitudes, donc, qui ont vacillé ces derniers temps, elles nous amènent à converger vers ce principe d'autonomie stratégique qui a désormais convaincu, je dirais, l'ensemble des responsables politiques européens. Mais je crois que le directeur général de l'armement qui s'exprimait juste avant moi a évoqué un point qui est tout aussi important, notamment que le relèvement de nos dépenses militaires, du réarmement militaire de l'Europe, c'est celui du réarmement des esprits. Parce que si, dans des forums comme celui qui nous a réunis aujourd'hui et qui sont essentiels, ces certitudes sont évacuées depuis longtemps et que la conviction est bien forgée que l'autonomie stratégique doit être notre boussole.
il convient évidemment que nous puissions entraîner les Françaises et les Français, les Européennes et les Européens à partager cette conviction-là. Parce qu'ils seront amenés dans les années qui viennent à faire des efforts considérables pour donner corps à cette vision de l'autonomie stratégique, pour se réapproprier leur indépendance, que ce soit dans le domaine militaire, industriel ou technologique. Et ce réarmement des esprits est peut-être aussi important que certaines dimensions des dépenses militaires nouvelles que nous voulons faire pour préparer notre continent à faire face aux défis qui sont devant lui. Et pour un diplomate, pour nos diplomates, pour les diplomates européens, est-ce que, j'y faisais allusion tout à l'heure, est-ce que cette période dans laquelle nous allons nous renforcer pour gagner en indépendance est une période qui doit être une période pour nous d'hibernation, puisque on pourrait penser que la place est désormais aux militaires qui doivent nous défendre contre ces menaces considérables qui se sont transformées et qui nous touchent beaucoup plus directement. Bien là encore, la réponse est non. Parce que, je le disais, nous ne renonçons pas à ces principes que ceux qui, avant nous, ont combattu pour la liberté de la France et de l'Europe ont choisi pour organiser le monde sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, l'autodétermination des peuples et l'intangibilité des frontières, la souveraineté des nations. Ces principes-là, nous allons continuer à les défendre. Mais pour que nous puissions les défendre, eh bien, nous avons justement besoin d'être beaucoup plus forts et d'être beaucoup plus indépendants. Et donc, dit en des termes pascaliens, à défaut de rendre plus juste ce qui est fort, c'est-à-dire à défaut d'avoir pu convaincre certains des aspirants nouveaux empires de se rallier à la règle de droit, eh bien notre devoir et notre vocation sont de rendre beaucoup plus fort ce qui est juste. Et c'est pourquoi cette autonomie stratégique de l'Europe va permettre aussi à l'Europe d'être entendue dans sa conviction, dans la conviction qui est la sienne et qui la restera, que c'est sur le fondement du droit et de la justice que nous pouvons garantir aux générations qui viennent, pour l'Europe et pour le monde, une paix juste et une paix durable. Merci beaucoup à toutes et tous.